Bien, eh bien, nous voici donc arrivés au séminaire de grammaire de la semaine 6. Aujourd'hui, le séminaire de grammaire porte sur l'utilisation des temps du passé en français. Donc, je vous ai indiqué ici les différentes sections dans vos livres, dans Alter Ego, dans Contextualized French Grammar, et puis également vous pouvez toujours aller voir dans Hawkins and Tell, French Grammar and Usage. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Petit rappel tout d'abord. Quels sont, puisqu'on va parler du passé composé, quels sont les verbes qui, au passé composé, se conjuguent avec l'auxiliaire être? Eh bien, comme vous vous en rappelez sans doute, vous avez ce qu'on appelle les verbes de déplacement, c'est-à-dire entrer, rentrer, partir, venir, revenir, passer, arriver, rester, etc. Et puis, on a également une autre liste de verbes qui sont considérés également comme des verbes de mouvement ou de changement d'état, comme tomber, devenir, apparaître, naître, intervenir, to intervene, parvenir, dans certains contextes peut-être traduit par to manage to do something, et mourir. Bien, donc tous ces verbes-là sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. Puisqu'ils sont conjugués avec l'auxiliaire être, nécessairement le participe passé, the past participle, va faire l'accord, va être accordé avec le sujet. Donc, elle, féminin singulier, revenu, s'accorde avec elle. Il, masculin pluriel, apparu, le participe passé s'accorde. Bien, jusqu'ici rien de très compliqué, je suis sûr que vous vous rappelez tous que ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Maintenant, autre verbe à être conjugué avec l'auxiliaire être, ce sont ce qu'on appelle les verbes pronominaux. Vous savez, ce sont ces verbes qui, en fait, utilisent un pronom, qu'on appelle un pronom réflexif, pour se conjuguer. Vous connaissez sans doute s'asseoir, s'ennuyer, to get bored, se regarder, to look at oneself, se disputer, to argue, s'enrhumer, to get a cold. Eh bien, tous ces verbes, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être. Par exemple, on dira « elles se sont lavées », they washed themselves. Okay, elles se sont lavées, et encore une fois, on fait l'accord avec le participe passé. Votre sujet, est au féminin pluriel, votre participe passé s'accorde, et donc on mettra un E et un S. Donc, pour résumer, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec le verbe être. Nous avons vu ici que pour ces verbes pronominaux, le participe passé s'accorde, comme tous les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Évidemment, il y a une exception. La seule fois où le participe passé des verbes pronominaux ne s'accorde pas, c'est quand le verbe a ce qu'on appelle un complément d'objet direct. Je vais expliquer la règle plus en détail à la diapositive suivante. Regardons les deux phrases. Alors, première phrase, verbe pronominal, se laver. Okay. Votre participe passé s'accorde avec le sujet. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Pour cette deuxième phrase, regardez bien. On a en fait ici ce qu'on appelle un complément d'objet direct, parce que le verbe c'est se laver quelque chose. Okay?
Et donc, parce qu'on a un complément d'objet direct, le complément d'objet direct est placé après le participe passé et donc il n'y a pas accord. Hein, c'est quand vous avez votre complément d'objet direct, donc qui est placé après le participe passé, il n'y a pas d'accord. Donc, rappelez-vous, si vous pouvez, que lorsque ces verbes pronominaux sont suivis d'un complément d'objet direct, le participe passé ne s'accorde pas. La raison, briefly in English, it's because cheveux is the object of laver. What did they wash? They washed their hair. Their hair, which is the direct object, is after your past participle. Whereas here, you could say that it's se laver is laver quelque chose ou laver quelqu'un. They wash themselves. Therefore, that past participle agrees with hell. Bien, j'espère que vous avez compris mon explication. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum de grammaire sur votre plateforme Moodle. Passons à la diapositive suivante. Maintenant, quels sont les verbes qui se conjuguent avec avoir? Eh bien, c'est très simple, tous les autres verbes. Regardons. Et dans le cas où un verbe se conjugue avec avoir, il n'y a pas d'accord du participe passé. C'est la grande différence, si vous voulez, lorsque on a un temps comme le passé composé, entre les verbes qui se conjuguent avec être, où on a l'accord du participe passé, et un verbe qui se conjugue avec avoir, où là, le participe passé ne s'accorde pas. Maintenant, et ça c'est certainement nouveau, vous vous rappelez que ces verbes rentrer, sortir, monter, descendre, passer sont des verbes qui, normalement, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Lorsque ces verbes sont suivis d'un objet, ce qu'on appelle un complément d'objet direct, ces verbes alors se conjuguent avec avoir. Regardez la différence entre elle est sortie, she went out, donc on conjugue avec l'auxiliaire être et on fait l'accord du participe passé. Mais le verbe français existe également comme verbe, ce qu'on appelle un verbe transitif direct. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe transitif direct? C'est un verbe qui prend un complément d'objet direct. Objet direct parce que l'objet est relié au verbe sans une préposition. Et donc en français, on peut également avoir sortir avec la construction sortir quelque chose. Et quelque chose, c'est le complément d'objet direct. À ce moment-là, on utilisera l'auxiliaire avoir. Et on dira non plus elle est sortie, mais elle a sorti les poubelles. Ce qui veut dire, grosso modo, she took the bins out. As opposed to she went out. Bien. Donc, je rappelle, avec le verbe avoir, il n'y a pas d'accord du participe passé en général. On dira j'ai monté les valises. Parce que l'objet, what did I take upstairs? I took upstairs the suitcases. L'objet est après l'auxiliaire avoir. Donc, pas d'accord. Si on avait un complément d'objet direct placé avant avoir, par exemple, je l'ai
est descendu. Ici, vous voyez, les se situe avant l'auxiliaire avoir. À ce moment-là, on fera l'accord du participe passé. C'est ce qu'on appelle en fait the preceding direct object rule. C'est-à-dire que quand vous avez un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire avoir, alors vous faites l'accord du participe passé. Bien, donc, petite chose à se rappeler. J'espère que jusqu'à présent ça va. Rappelez-vous que vous pouvez toujours poser vos questions, soit en classe, soit sur le forum de grammaire. Passons à la diapositive suivante. Ce qui est important, lorsque l'on travaille avec le passé composé, c'est d'apprendre le participe passé des verbes. Et ça, c'est très important parce que si vous ne connaissez pas votre participe passé des verbes, eh bien, vous ne pouvez pas conjuguer vos verbes au temps composé. Les temps composés, c'est-à-dire tous les temps qui se construisent avec un auxiliaire plus un participe passé, comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, et puis on a le subjonctif passé, le conditionnel passé, etc., etc. Attention, confondez pas passé composé et participe passé. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Le passé composé, c'est le temps. Par exemple, on dit « je suis sorti ». Ce temps-là, c'est le passé composé. Ce que vous avez ici, c'est le participe passé. Et ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Et bien sûr, vous avez le sujet. Bien, donc, surtout, vous avez une liste dans votre livre Contextual and Strange Grammar, une liste de verbes avec les participes passés des verbes irréguliers à apprendre. Donc il faut savoir que venir fait venu, tenir fait tenu, que lire fait lu, que plaire fait plu, recevoir reçu, falloir fallu, etc., etc. Je vous rappelle à cet égard qu'il y a de la conjugaison dans le test que vous aurez à la rentrée. Donc il faut absolument apprendre vos verbes irréguliers, les conjugaisons des verbes irréguliers et également les participes passés. Bien. Maintenant, autre temps du passé, c'est ce qu'on appelle l'imparfait. Hein, on a deux temps en français principalement que nous utilisons pour exprimer le passé composé dont nous venons de parler et l'imparfait. Alors, l'imparfait est un temps simple. Pourquoi un temps simple? Parce qu'on n'a pas besoin d'auxiliaire. Il suffit de prendre la racine de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. La racine, en anglais, on appelle ça « the stem ». Alors, qu'est-ce que c'est que le stem? C'est première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, c'est nous pouvons. Voilà, c'est mon U. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la racine, et ça, c'est ce qu'on appelle la terminaison. Donc, pour connaître, pour former l'imparfait, vous utilisez la racine de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, pour, et après vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait qui sont les suivantes. Et donc on dira je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Voilà donc comment on construit l'imparfait de l'indicatif en français.
juste pour vous rappeler hein, les temps que vous devez connaître et les verbes que vous devez connaître. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, c'est juste quelques exemples. Avoir à l'imparfait, être à l'imparfait, parler à l'imparfait, manger. Attention, manger a la particularité que pour la première, deuxième, troisième personne du singulier, on rajoute un E. Pourquoi? Parce que sinon, ça ferait manguer. Donc, on a besoin du E ici pour avoir le son manger. Même chose, placer à la première, deuxième, troisième personne du singulier. Donc, je, tu, il. Et également la troisième personne du pluriel. Ici, j'ai oublié, troisième personne du pluriel. Nous avons besoin du E. Et ici, nous avons besoin du C, cédille. En français, cédille. La cédille. Donc on dirait je plaçais, nous placions. Bien, voir, ne pas oublier que pour la première personne et deuxième personne du pluriel, vous avez besoin du I ici. Et puis, j'attire votre attention sur la particularité des verbes en I, E, R. C'est que, en fait, la racine du verbe, c'est apprécie. Donc ça, c'est l'infinitif. Ouais. Donc, puisqu'il y a un I ici, et que la terminaison à la première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel, c'est IONS, IEZ, on va se retrouver avec deux I ici. Donc on dirait également vous appréciez avec deux I. La façon dont c'est prononcé, hein, la différence entre le présent vous appréciez et l'imparfait vous appréciez. Donc je ne sais pas si vous pouvez entendre la différence. Hein. C'est au présent, on dit nous crions, et à l'imparfait, on dit nous crions. Bien. Diapositive suivante. Alors, le problème pour les anglophones, c'est de savoir quand utiliser l'imparfait et quand utiliser le passé composé. En fait, c'est pas très compliqué. Lorsque le passé composé exprime toujours, une action, un événement. Ok, donc j'ai passé mon bac, je suis entré à l'université, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Chaque action, chaque verbe est vu comme une action, comme un événement. Alors que, en fait, l'imparfait exprime une situation, une description. J'habitais près du collège. Les professeurs étaient très sérieux. Mes parents m'aidaient beaucoup. Okay? Donc, juste petit récapitulatif en anglais. Le passé composé is used when you see an action as an event, something that happened. J'ai passé mon bac. It happened. Je suis entré à l'université. Happened. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. It happened. Okay? Alors que l'imparfait est utilisé pour décrire. It's more a description, a background information. As if you're taking a photo, a Polaroid, and you're showing it. Then you're using j'habitais imparfait. This is the background information. Okay? C'est pour ça que je vous dis ici, l'imparfait sert à présenter une information, alors que le passé composé exprime une action, un événement. Regardez un peu dans cette phrase-là. Hein? J'ai fait toute une phrase ici. Regardez. La victime n'avait pas de papier d'identité. Background information. La police a contacté les personnes inscrites sur son carnet. That's the event we're talking about.
Même chose, on peut dire également que l'imparfait sert à décrire le décor. C'est pour ça que j'utilise en anglais le terme background information. Okay? Alors que le passé composé est utilisé pour décrire l'action principale, the event. Okay? Même chose, prenons cette phrase. Il faisait froid, la nuit était très sombre. This is you setting the scene. This is your background information. Then the event, quand une personne a assassiné Bernadette de Jeu. Ça, c'est l'action principale. Ici, nous avons les informations, le décor. Bien, même chose ici. On retrouve exactement la même chose. Action secondaire, background information, context. Pendant que l'inspecteur relevait les indices, les enquêteurs ont pris des photos du corps. Okay? Ici, ont pris est vu comme l'action principale. This is the event we're talking about. Okay? This is the context. What was happening when this happened. Ok, donc j'espère que mon explication va vous aider à voir la différence entre l'imparfait et le passé composé. Vous aurez toute une série d'exercices pour vous aider à mieux comprendre comment ça marche. Autre temps, qui est le plus que parfait. Alors, qu'est-ce que le plus que parfait? C'est en fait, très facile, l'auxiliaire à l'imparfait. Donc, si votre verbe se conjugue avec avoir au passé composé, il se conjuguera avec avoir au plus que parfait. Si votre verbe se conjugue avec être au passé composé, il se conjuguera toujours avec être à tous les temps composés, à n'importe quel temps composé, que ce soit le futur antérieur, le subjonctif passé, le conditionnel passé, etc., etc. Donc, je vous ai mis des phrases ici au plus que parfait. Il était déjà parti. Donc, vous voyez, on a l'auxiliaire à l'imparfait et le participe passé. Alors, la question, c'est quand utilisons-nous le plus que parfait par opposition, par exemple, à l'imparfait ou au passé composé? Eh bien, on utilise le plus que parfait pour marquer une antériorité. Entre deux actions dans le passé. C'est-à-dire que si on représente les deux actions, par exemple, action, on va appeler ça action B et action A. Quelle action a eu lieu en premier? On voit bien que c'est action A. Nous nous sommes mariés en décembre 2011, 6 mois avant, nous nous étions rencontrés en voyage. C'est-à-dire que ici, T1, on est dans le passé ici, c'est l'action T1 qui a eu lieu avant, nous nous sommes mariés en décembre 2011. Okay? Donc vous avez une antériorité. This happened before that. And this is why this is in the pluperfect. Même chose. J'ai pris cette décision hier. Avant-hier, je n'avais encore fait aucun choix. Ici, vous avez une situation qui est antérieure à cette situation. Et donc, on utilise ici le plus que parfait. Bien. Passons à la synthèse maintenant et ce que vous devez reconnaître. On a vu 3 temps principaux du passé avec des valeurs différentes. L'imparfait, qui donne le contexte, l'habitude, la répétition. Okay? Si vous dites « Every Saturday he would go to the pub for a beer », en français, on utilisera l'imparfait parce que c'est une répétition dans le passé. Tous les samedis, il allait au pub pour boire une bière.
Ok? Ou bien, comme on a vu, l'imparfait est utilisé pour le contexte, c'est-à-dire background information. Il faisait beau, alors je suis sorti. Il faisait beau, c'est le décor, l'information que l'on donne, et je suis sorti, c'est l'événement, l'action dont on parle. Donc ici, on aura le passé composé. Et ici, on a l'imparfait. Donc le passé composé est utilisé pour exprimer un événement. Et puis, le plus que parfait est exprimé pour exprimer une antériorité dans le passé. Bien. Donc, le passé se détermine par rapport au présent. Le plus que parfait se détermine par rapport au passé composé. Et l'imparfait, on peut dire, éclaire les circonstances. Gives you background information. Ok. Donc, je vous laisse faire le quiz de contrôle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander soit en classe, soit à poser vos questions sur le forum de grammaire. Je vais terminer ici mon enregistrement. Je vous retrouve en fait pour la deuxième vidéo où je vais vous expliquer les exercices. Je vous remercie de votre attention. À tout de suite.